Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent au Climat Libé Tour Paris, consacré, comme vous le savez, aux banlieues et aux périphéries. C'est la dernière table ronde de notre événement. On termine en beauté. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça quand on parle de pollution atmosphérique, mais en tout cas, ça a été notre fil rouge tout au long de cet événement. On a commencé à parler pollution atmosphérique le vendredi après-midi. On a fait une mobilisation également pour alerter et sensibiliser sur cette pollution atmosphérique. Et on termine donc avec cette table ronde. Je m'appelle Aurore Coulot, je suis journaliste spécialisée dans les questions d'environnement à Libération. Et à mes côtés, il y a Emre et je suis ravie de co-animer cette table ronde avec lui aujourd'hui. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. Alors, moi je m'appelle Emre, je viens de Strasbourg, j'ai 25 ans aujourd'hui, 26 pardon. Et, voilà, j'habite à Strasbourg dans le quartier du Nehof. On va en parler un peu plus en détail plus tard et je vais laisser la suite à... Je continue un petit peu pour poser un peu les clés du débat. On va parler d'un sujet en tout cas qui nous tient particulièrement à cœur, à Emre et à moi-même, qui est donc celui de la pollution atmosphérique. On le sait, cette pollution est grandement liée au trafic routier, pas que, mais en partie. On parle ici des émissions de dioxyde d'azote et des émissions de particules fines et même ultra fines, des termes qui peuvent sembler un peu barbares. Si la qualité de l'air dans nos villes s'est globalement améliorée depuis plusieurs années, elle reste un enjeu majeur de santé publique. D'abord un constat, en France, la pollution atmosphérique tue chaque année 40 000 personnes et plus de 7 millions dans le monde. D'après l'OMS, chez nous, cette pollution atmosphérique constitue la 3e cause de mortalité évitable. La pollution de l'air tue moins que le tabac et presque autant que l'alcool. Si l'impact sur la santé est documenté depuis longtemps, que sait-on réellement des facteurs de risque, plus particulièrement socio-économiques ? En d'autres termes, la pollution atmosphérique tue-t-elle plus les pauvres que les riches ? Dans un rapport qui est paru fin 2021, l'ONG Réseau Action Climat et l'UNICEF France soulignent justement les liens entre pollution atmosphérique et statut social. On y lit notamment qu'à Paris, les habitants les plus pauvres risquent 3 fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les habitants les plus riches. Alors, comment protéger les plus vulnérables? Comment mettre fin aux injustices environnementales? Quels sont les outils dont nous disposons aujourd'hui pour lutter efficacement contre la pollution atmosphérique? Et la pollution est-elle seulement l'affaire des villes, mais aussi l'affaire des campagnes? Pour en parler, je me tourne vers mes invités. On accueille Antoine Pellissolo, juste là, qui est psychiatre, auteur du livre « Les émotions du dérèglement climatique » aux éditions Flammarion. Vous êtes également adjoint au maire de Créteil, si je ne me trompe pas, et secrétaire national PS chargé de l'hôpital. Il y a également Anne Kaufmann, qui est juste là, directrice des études chez Air Paris, qui surveille du coup la qualité de l'air en Île-de-France. Également Dan Lert, encore plus face à moi, adjoint à la maire en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Et enfin, Julie Chastan, médecin généraliste, secrétaire générale de l'Union syndicale des médecins, de centres de santé et maîtresse de conférences des universités à Sorbonne Université. Bienvenue à tous les 4, merci d'être parmi nous. Emre, je te laisse la transition. Alors, moi, avant d'arriver ici, déjà j'ai oublié de faire certaines précisions quand je me suis présenté. Moi je suis Emre du coup et je suis formateur banlieue climat et c'est grâce à banlieue climat que je suis aujourd'hui en face de vous. Et quand on m'a proposé de faire partie de cette table ronde, je me suis posé quelques questions. Déjà je pensais pas qu'il allait y avoir du public. Je suis arrivé dans la salle, j'ai vu des chaises, je crois qu'il y avait 500-600 chaises vides. Je me suis dit mais c'est ici que ça va se passer la table ronde? On m'a dit ouais. Les chaises, il y aura des gens sur les chaises? On dit oui. Tiens, ok. J'ai tout de suite pris un petit coup de chaud. Donc c'est pas un exercice facile pour moi, c'est la première fois. Donc je vais avoir besoin de votre soutien. Je pense comme tout le monde ici. Merci, ça fait plaisir. Et du coup, quand on m'a proposé cette table ronde, je me suis posé les questions de pourquoi et quelle va être ma plus-value dans cette table ronde. Alors moi, j'ai grandi dans le quartier du Nehof, dans lequel j'habite toujours. Est-ce que certains connaissent le quartier du Nehof à Strasbourg ici?
Là-bas, ça connaît parce que vous êtes de Strasbourg, Khadim, ok. Connaissez aussi. En fait, quartier du Neuf, du coup, c'est sur Strasbourg, c'est dans le sud de Strasbourg, et c'est à la frontière de Kiel. Alors moi, j'ai grandi dans ce quartier où, depuis ma fenêtre, j'arrive à voir les usines. Je vois les fumées des usines qui émanent depuis tout petit. Et voilà. Et comment vous expliquer ça? Sur les pollutions, tu peux Ouais. nous expliquer aussi. Et en fait, moi, j'avais perdu le fil. Pourquoi venir ici et vous parler de ça? Moi, je suis aujourd'hui asthmatique et en grandissant, on ne fait pas trop le lien avec tous les problèmes qui peuvent être dus à la pollution. Et c'est en grandissant, c'est grâce à Banlieue Climat, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être dû à ça. Et il y a d'autres choses aussi. Je me suis posé la question de comment ma famille a atterri dans ce quartier. Quand je regardais autour de moi, toutes les familles qui étaient autour de moi dans le Neuf, c'est des quartiers, c'est des familles qui sont issues de l'immigration. Et ma grand-mère, qui elle ne savait pas parler français, elle savait pas lire, je lui ai demandé. Avec ces mots, elle m'expliquait. Je lui ai dit, mais comment tu t'es retrouvé au Neuf? Et elle m'explique avec ces mots. Elle m'a dit, au départ, on n'habitait pas au Neuf. Quand on arrivait en France, on habitait dans un autre petit quartier qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus loin des usines, qui s'appelle le Neudorf, qui est, en termes de nom, c'est très proche du Neuf, mais ça n'a rien à voir. Et elle m'explique qu'en fait, des gens de la ville sont venus la voir et qui lui ont proposé d'habiter au Neuf. Pourquoi? Parce que c'était plus grand et moins cher. Mais ma grand-mère, qui elle n'a pas cette éducation à l'écologie, etc., les usines sont juste à côté, mais pour elle, ça ne peut pas avoir d'impact. Elle n'est pas consciente de tout ça. Donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés au Neuf. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi au Neuf aussi. Et il a fallu plus de 2 générations, c'est-à-dire même ma mère et moi, pour que je me rende compte de tous les risques que ça pouvait engendrer en fait. Et je crois que tu as une question un peu plus particulière pour nos 4 invités. Et du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'est-ce qui me motive à être aujourd'hui en face de vous, à traiter de ce sujet-là? Quel est le moteur qui me donne envie d'être là en face de vous? Et c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avoir pris de votre temps, qui est, je pense, très précieux, pour parler et traiter de ces sujets-là? Allez-y, on vous laisse la parole. Moi, je veux bien commencer. Donc, moi, je suis à Air Paris. Donc, quand on parle de pollution atmosphérique en Île-de-France, ça me paraît complètement évident d'être là. Et pourquoi je fais ce métier-là? C'est pour aider à l'amélioration de la qualité de l'air, aider les politiques publiques en leur donnant des informations sur quelle est la qualité de l'air. Parce que tant qu'on ne mesure pas, on sait moins. Plus on mesure, plus on montre les difficultés, plus on sait dire quelles sont les origines, quelles sont les sources, plus on donne des capacités aux décideurs à trouver des solutions, ou en tout cas à les chercher. Julie Chastan. Donc, merci pour ta question. Et globalement, moi je suis médecin généraliste dans le Val-de-Marne, dans un quartier qui est défavorisé. Et ton histoire, elle fait écho à l'histoire de la plupart en fait, des enfants que je soigne. C'est-à-dire, en fait, le problème n'est pas uniquement l'usine. Le problème, c'est l'usine plus le reste. Et ce n'est pas uniquement la pollution atmosphérique, parce qu'on pourrait dire finalement dans Paris, alors il y a l'échangeur de Bagnolet, mais on en parlait tout à l'heure, il y a aussi d'autres quartiers qui vont être aussi très pollués. Le problème, c'est le cumul des vulnérabilités et l'absence de politiques publiques qui permettent de lutter de façon proportionnée en fonction des besoins. Si on prend ton exemple, mes patientes sont souvent des métiers physiques. Donc, quand elles sont enceintes, il va y avoir un surrisque de prématurité chez les bébés. Il va y avoir aussi souvent des expositions, notamment à la pollution de l'air, mais aussi au tabagisme passif et autres, parce qu'il y a beaucoup moins de prévention aussi qui est faite auprès de ces patientes. Et on sait que la prévention est... Par exemple, Santé publique France fait des super campagnes dans des sites internet dont la plupart de mes patients n'ont ni connaissance ni la possibilité d'y avoir accès à ce niveau d'information par rapport à la complexité de ce qui est donné. Donc,
dès la naissance, un bébé qui va naître dans des quartiers défavorisés, il va souvent avoir un plus petit poids. De base, il aura un risque d'asthme lié aussi à ce petit poids de naissance parce que le métier a été difficile, parce qu'il y a une prématurité, parce que tout ça, on le sait, c'est socialement différencié. Et dès la naissance, on va avoir des inégalités sociales. Et ces inégalités sociales, non seulement on ne les compense pas, mais on les aggrave par du surrisque. Et c'est ceux-là qui auront accès à une moins bonne alimentation, qui va aussi augmenter le risque d'asthme parce qu'il peut y avoir du surpoids, moins d'activité physique. Et en fait, toute cette campagne de politique publique qui n'est pas menée, un accès à la santé, bien sûr, qui est, je pense que quand on est à Paris, on peut quand même le dire, extrêmement difficile. On est sur le premier désert médical de France, hein, sur la région Île-de-France, même si on peut penser l'inverse, en termes d'accès aux soins, un médecin généraliste, mais aussi un spécialiste, un pneumologue, avec aussi des difficultés de dépassement d'honoraires. Un médecin, c'est très cher, c'est très difficile d'accès. Et là aussi, ce sont ceux qui auraient besoin de se soigner qui ne vont pas avoir accès aux soins. Et c'est cette spirale-là, aujourd'hui, qui fait que je pense qu'il faut qu'on soit ensemble. Moi, je peux vous le dénoncer en tant que soignante, mais je pense que ce n'est pas à moi, c'est vraiment à chacun individuellement et pour le collectif de se saisir de ce sujet-là. Une société, aujourd'hui, ne peut pas survivre en tapant en permanence et en cumulant les risques sur les plus vulnérables. Et aujourd'hui, dans le climat de la démographie actuelle de la santé et des problématiques de santé publique qui sont à venir sur les années prochaines, demain en fait, dans les 10 prochaines années, je pense que ce n'est pas d'être de droite ou de gauche que de dire qu'il va y avoir un conflit social si jamais on ne prend pas la mesure d'une société plus éthique qui permette de protéger les plus vulnérables. Antoine Pellissolo. Ouais, on vous entend. Je n'ai pas l'impression, vous pouvez prendre le temps. Oui, merci. Donc merci pour l'invitation et pour la question. Alors je vais prendre la suite avec un élément, un maillon supplémentaire qui est celui de la santé mentale puisque c'est mon métier, je suis psychiatre et je m'intéresse à ce sujet-là et je suis là aujourd'hui parce que, vous savez bien, la santé mentale aujourd'hui, on en parle un peu plus qu'avant, c'est déjà quand même un petit progrès, mais parce qu'elle est altérée par tout un tas de facteurs sociétaux et environnementaux en particulier. Et moi, je trouvais intéressant et original, vous allez me dire c'est un peu paradoxal, mais de parler de la pollution et pas parler du réchauffement climatique, qui est le sujet quand même d'abord vraiment principal aujourd'hui quand on parle d'environnement, et revenir à la pollution, qui forcément a un rapport, parce que, comme vous disiez, le principal facteur de pollution, c'est les transports, c'est du carbone, et donc c'est du réchauffement climatique, donc il n'y a pas de mystère, et pollution plus chaleur, c'est pas terrible pour la santé, et tout ça, par ailleurs, malheureusement, c'est pas terrible pour la santé mentale. Donc, on pourra en détailler si vous voulez, mais on a beaucoup d'éléments maintenant qui montrent que la pollution de l'air, comme sûrement plein d'autres polluants, malheureusement, a un effet négatif sur soit en tout cas l'augmentation du risque des maladies mentales, leur gravité. On va y revenir un peu plus en détail. Et tout ça, ça se cumule effectivement avec tous les facteurs sociaux. C'est exactement ce qu'a dit Julie Chastan, c'est sur le fait que ça touche évidemment des populations en particulier, et donc des villes en particulier. Alors juste un point, parce que ça, on ne se représente pas toujours ça spontanément, mais la santé mentale, malheureusement, est plus mauvaise en ville qu'à la campagne. Ça, c'est un fait statistique qui est compliqué à expliquer. Il y a sûrement plein de facteurs, mais et c'est pas rien comme différence, hein. En gros, c'est 2 fois plus, par exemple, de schizophrénie dans les villes que dans les campagnes. Donc c'est quand même du lourd, hein, entre guillemets. Donc il y a plein de facteurs. Ce que vous évoquiez sur des populations, notamment migrantes, dans beaucoup de quartiers en ville, ça joue un rôle. La migration en elle-même joue un rôle, et pas que pour la première génération, pour les deuxième, troisième générations aussi. Mais il y a tout un tas de choses. C'est surtout la densité en fait urbaine et la précarité qui produit ça. Donc tout ça, ça me paraît important de mettre en lien et de vous dire de revenir sur la pollution pour des jeunes de mon âge, c'est-à-dire un petit peu anciens. Nous, quand on a grandi dans l'écologie, c'était de la pollution il y a 30-40 ans. Et donc je trouve que c'est bien que quand même on revienne aussi à ce sujet-là qui est, on le sait, majeur. Dan Laert, on finit le tour de table. Moi, ce qui m'amène aujourd'hui à être présent pour cette table ronde, pour répondre à votre question, c'est une forme d'indignation, une forme de colère. Je suis un élu du 19e arrondissement et j'ai discuté depuis 2014, et j'ai discuté avec des
des professeurs d'un collège qui est au bord du périphérique. Le 19e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus populaire de Paris, et là où il y a le plus de jeunes. Et en discutant avec eux, on a échangé, ils m'ont dit, dans notre classe, il y a 25% des gamins qui ont de l'asthme. 25% des gamins qui ont de l'asthme. Et quand on regarde les habitants du quartier Danube, pour ceux qui connaissent dans le 19e arrondissement, eh ben on s'aperçoit que effectivement, ce sont des habitants qui cumulent les inégalités. Le manque d'accès aux soins, l'impossibilité de partir en vacances pendant les canicules, le fait de vivre dans des logements qui sont moins bien isolés, et l'accès à une alimentation saine qui n'existe pas. Dans ces collèges-là, le matin, on a un tiers des enfants qui arrivent et qui ont faim. Donc ça dit beaucoup sur ces habitants-là. Et quand on sait que le périphérique jouxte ces quartiers, c'est vraiment mitoyen de ces quartiers. Les enfants passent en dessous du périphérique pour aller au collège ou à l'école, et qu'il y a 1 million de véhicules qui circulent par jour sur ce périphérique. On fait le lien entre ces questions d'écologie, ces questions de justice sociale, ces questions de santé publique. Et c'est vraiment ça qui m'amène aujourd'hui à partager avec vous le fait que le périphérique, c'est un scandale sanitaire et social. Et c'est ça qu'il faut qu'aujourd'hui on amène plus fort dans le débat public. On a des solutions pour agir immédiatement pour réduire la pollution de l'air et la pollution sonore de cette infrastructure. On sait maintenant, avec les études scientifiques qui ont été faites et qui ont été produites, que les enfants qui vivent à moins de 500 mètres d'un axe autoroutier, comme le périphérique, ont plus 30% de cas d'asthme pour ces enfants-là. Voilà, donc ça fait écho avec le témoignage, votre témoignage, pardon, et c'est pour ça que je suis là aussi, pour partager ces enjeux avec vous. Parce que lorsqu'on pense à l'environnement, c'est vrai qu'on pense à quelque chose de plutôt universel, à quelque chose qui nous affecte tous de la même façon. C'est pas le cas. On n'est pas tous exposés de la même façon aux pollutions de l'air, de l'eau, du sol. Donc on le disait, hein, les personnes pauvres, les personnes racisées sont celles qui habitent généralement près des spots de pollution. Donc ça va être les industries chimiques, ça va être les décharges, les aéroports, les ports, le périphérique parisien dont vous parlez, les autoroutes. Et justement, en parlant de ça, on parlait tous les deux un petit peu de la prévention. En sachant de se dire que finalement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et notamment ne sont pas au courant des risques finalement. Ouais, c'est comme je vous parlais un peu de comment ma grand-mère s'était retrouvée au quartier du Néof. Je pense qu'elle n'était pas au courant de tous ces risques-là. Et la question que je me pose, c'est justement ces familles qui ont emménagé près du périph'. Est-ce qu'elles étaient au courant ou pourquoi? Et même si enfin, je pense pas qu'elles étaient au courant. Et pourquoi on ne les prévient pas des risques que ces familles encourent? Est-ce que vous avez des ébauches d'hypothèses? Autour du périphérique, par exemple parisien, il y a à peu près 40% de logements sociaux. Donc les populations les plus précaires, les plus modestes, les plus défavorisées ont été logées tout autour du périphérique. Dans ce qu'on appelle chez nous les HBM, c'est un parc de logements sociaux qui est très typique. Et effectivement, il y a un certain nombre d'infrastructures. Par exemple, on a des hôpitaux aussi pédiatriques qui ont été construits au bord du périphérique. On a l'hôpital Robert Debré, qui est un très grand hôpital pédiatrique, et donc qui expose finalement l'ensemble de ses habitants. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que par rapport à ça, c'est que il y a une urgence sanitaire à parler de l'impact de la pollution, et justement pour réduire les émissions de pollution qui viennent du périphérique, parce que c'est l'histoire de Paris qui a fait que voilà, les populations pauvres ont été concentrées près des sources de pollution majeures. Et aujourd'hui, il faut qu'on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on réduise massivement la pollution, parce qu'on ne pourra pas déplacer tous ces équipements sportifs, ces équipements hospitaliers, les logements sociaux, etc. On n'a pas cette possibilité. Donc la seule possibilité qu'on a pour agir immédiatement, c'est de réduire la pollution qui vient, par exemple, des autoroutes urbaines, comme est le périphérique. C'est cette mesure-là. Et je ne sais pas si on a prévenu ces populations, mais en tout cas, tout le monde sait à Paris, il suffit de regarder les cartes qui sont faites par Air Paris sur la pollution sonore ou la pollution de l'air, les conséquences que ça a. 1 million de véhicules qui circulent par jour
C'est l'autoroute européenne la plus fréquentée, le périphérique, en pleine ville. Et donc on sait que ça a des conséquences majeures, et d'autant plus sur les enfants, parce que l'inégalité ou l'égalité, ça se joue dès l'enfance. Hein, vous évoquiez les enfants prématurés, etc. On sait que dans les 1000 premiers jours, se jouent beaucoup de choses sur la vie de tous ces enfants qui vivent au bord du périphérique. Donc il faut vraiment agir. Il y a vraiment urgence à agir sur ces infrastructures autoroutières. On va revenir sur le volet des actions un peu plus tard, mais sur le volet de la prévention, en tout cas, peut-être Anne Kaufman, Julie Chastan, Antoine Pellissolo, peut-être dire, en effet, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Emre, à savoir qu'est-ce qui est fait, en tout cas, pour les populations qui se trouvent justement à proximité, qui sont dans des spots de pollution. Qu'est-ce qui est fait au quotidien? Est-ce qu'il existe des choses? Est-ce qu'il y a des campagnes de prévention? Est-ce que, voilà. Je pense qu'on peut dire qu'en France, au niveau de la prévention, on ne va pas bien du tout. Voilà. On a une politique publique qui... Voilà, aujourd'hui, on a vraiment... La prévention, ce n'est pas les médecins. Il faut peut-être déjà commencer par ça. La prévention, c'est mon collègue, en fait. La prévention, c'est mes collègues, d'ailleurs. C'est la collectivité territoriale qui devrait l'apporter. Les premiers acteurs de la santé publique, c'est l'école, c'est le logement, c'est là où sont les enfants. Donc c'est bien sûr la pollution et c'est tout le reste. C'est l'accès à l'alimentation, c'est la guidance parentale, l'accompagnement des parents, tout ce qu'on peut faire en termes de politique éducative pour que les parents sachent aussi accompagner les enfants, reconnaître une crise d'asthme, reconnaître les conditions, avoir des conseils sur aérer le logement quand on parle de microparticules, identifier les pics de pollution, avoir l'information. Et tout ça, ce n'est pas que le médecin. Ça doit être le médecin au moment où on en a besoin. Aujourd'hui, on en a parlé avant, hein. Avoir accès à un médecin, c'est devenu encore plus difficile pour ceux qui vont être non francophones, qui ne sauraient pas utiliser des sites comme Doctolib, ou qui auraient des difficultés pour se déplacer parce que c'est devenu, ou qui vont appeler des standards qui ne répondent pas, ou sur lesquels on leur dira le médecin ne prend plus de nouveaux patients. La santé, ça n'a jamais été gratuit. La santé, c'est pensé depuis le début par l'assurance maladie sur des cotisations sociales. Normalement, c'est un droit fondamental de tout citoyen aujourd'hui, l'accès à la santé. Et aujourd'hui, c'est un droit sur lequel on a de plus en plus de difficultés. Donc il faut pouvoir à la fois avoir une politique préventive au niveau de la collectivité qui pense la santé publique et qui soit partenaire de la santé pour donner accès. Prévenir sans pouvoir guérir, ça n'a aucun sens. Pour relier la prévention et le champ d'action de la santé. Donc, de façon pratique, moi, là où j'exerce, mon employeur, c'est le maire. Voilà, on est un centre de santé municipal. Donc, quand il n'y a plus de médecins à la crèche, quand il n'y a plus de médecins à l'école, quand il n'y a plus du tout de politique publique qui est portée, quand il n'y a plus personne à l'EHPAD, et quand il faut faire des actions, en tout cas, la municipalité sait vers qui se tourner. Voilà. Mais, c'est toute la fragilité du modèle, la prévention, ça ne rapporte pas d'argent. Et globalement, ça ne fait pas le buzz. Donc, avoir une politique de santé publique, ça coûte de l'argent, ça nécessite d'avoir une longue vue et surtout, ça ne devrait pas pouvoir être pris. On ne devrait pas devoir choisir entre la santé des enfants à l'école et les campagnes qu'on va faire autour de la prévention, sur l'alimentation, sur les parents, ou d'investir dans la police municipale. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la même enveloppe. Donc, il faut vraiment se rendre compte, il faut que chacun aujourd'hui... mesure ça, parce que c'est ce qui aujourd'hui, la collectivité territoriale doit travailler avec la santé. À mon avis, la prévention doit absolument faire partie du champ des élus et de leurs responsabilités et de la dotation qu'ils devraient recevoir pour pouvoir y faire face, parce que l'État ne permet pas aussi aux collectivités d'avoir... ils doivent faire des choix. Et donc, la santé, la sanctuariser, avoir cette vision préventive et investir absolument avant que les patients soient à l'hôpital avec des crises d'asthme et de l'oxygène. Vous pensez que c'est lié à quoi? Un manque de moyens? Un manque de... Est-ce qu'on est plutôt dans le fatalisme, en train de se dire, bon, la pollution atmosphérique, on sait qu'elle est partout, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est quoi, c'est une combinaison des deux? Je pense que c'est une histoire de la... C'est compliqué de répondre à ça. La santé, en fait, la santé telle qu'on l'entend avec la prévention, avec tout ce qu'on pourrait faire avant l'apparition des maladies, ça n'a pas été pensé dans le modèle de santé qu'on a créé. On avait mis une politique de prévention avec par exemple la PMI. On pourrait parler aujourd'hui de la PMI ou de la santé scolaire. On dit l'impact des 1000 jours. La PMI, par exemple, c'est ce qu'on a de mieux en France pour prévenir
pour accompagner les parents, pour accompagner l'allaitement, qui sera un facteur aussi qui va diminuer le risque d'apparition de maladies chez l'enfant, d'obésité, d'asthme, etc., qui va permettre d'avoir une guidance sur que faire au niveau des écrans, que faire au niveau de la pollution atmosphérique, comment agir quand il y a des pics de pollution, comment amener ses enfants dans des espaces verts, plutôt prévenir, prévenir tout ça. Et toutes ces actions-là, elles devraient pouvoir être menées par la PMI. Aujourd'hui, dans les PMI, on paye extrêmement mal les professionnels, sauf la ville de Paris, mais on a quand même un vrai problème de rémunération, un vrai problème d'attractivité, et on laisse petit à petit ce service public mourir. Je pourrais vous prendre exactement le même exemple sur la santé scolaire, qui est une grande politique de prévention qui devrait être menée, qui travaille avec le territoire, et la santé scolaire en France, il y a 500 médecins scolaires dans les écoles aujourd'hui pour 6 millions d'élèves. Donc évidemment qu'ils n'y arrivent plus, et évidemment que toute cette politique-là d'accompagnement des élèves ne peut pas du tout être menée. Quand on pense au... Vous voulez peut-être rebondir un mot? Alors c'était plus pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. D'abord la question, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Et puis rebondir sur on ne peut rien y faire, la pollution est partout. Alors oui et non, parce qu'il y a des niveaux très très variables d'un endroit à l'autre, même en Ile-de-France et même à Paris. Alors d'ailleurs, on a une carte, je ne sais pas si on peut nous la mettre, voilà. Donc ça, c'est une carte où on voit justement la pollution. Voilà, donc les niveaux de pollution, Merci. Les plus forts, ils sont à proximité immédiate des axes routiers, avec une décroissance assez rapide autour des actes. Et puis plus en Ile-de-France, plus on s'éloigne du cœur de l'agglomération, plus les niveaux sont faibles. Donc ça, c'est un premier point. On n'est pas exposé de la même façon partout. Alors Dan l'a dit tout à l'heure, à proximité immédiate des axes routiers et de notre gros axe routier qu'est le boulevard périphérique. Évidemment, la situation n'est pas du tout acceptable, mais c'est important de le savoir parce que dans nos aspects notre petite contribution à la prévention, c'est l'information. C'est aussi dire que la situation, on a une décroissance très rapide des niveaux. Par exemple, quand on est sur une piste cyclable ou sur un trottoir, si on est le long du bâtiment ou bien au bord de l'axe ou sur l'axe routier, on a 30% de moins dans la piste cyclable ou le long du bâtiment qu'au milieu de l'axe. Ça veut dire que même si on est exposé, on peut se protéger un petit peu. On peut aussi prendre la rue d'à côté quand on marche pour être moins exposé que sur le boulevard le plus passant. Alors je ne dis pas, c'est une toute petite pierre pour limiter son exposition, mais on est en capacité d'apporter cette information. Alors sur les spots de pollution, justement, bon, il y en a qui ont fait quand même, qui ont fait pas mal parler dans les médias. Je pense à la cité Joliot-Curie à Saint-Denis, en bordure d'autoroute, où nos confrères de reporters avaient fait un reportage. Je pense aussi à l'échangeur autoroutier de Bagnolet, donc qui se trouve à la frontière de Paris, du département de la Seine-Saint-Denis, qui est d'ailleurs le département le plus pauvre ou l'un des plus pauvres de France hexagonale, et qui serait l'un des secteurs les plus pollués d'Europe. Plus de 200 000 véhicules passent ici chaque jour, certains parlent même de 300 000. C'est là où se trouvent également 35 000 habitants, pauvres dans la majorité des cas et immigrés bien souvent, écrivent nos confrères du Monde. Les chaudes journées d'été, les riverains sont confrontés à un dilemme, ouvrir la fenêtre et supporter le bruit constant et la pollution ou mourir de chaud. Ça, c'était des propos de Fatima Wassak à nos confrères de chez Vert le Média. Je pense aussi au nouvel échangeur autoroutier de Pleyel qui dessert le futur village des athlètes pour les JO, toujours à Saint-Denis, et à ces bretelles d'autoroute qui encerclent une école. La scène est assez surréaliste, une école de presque 600-700 élèves, et le projet a d'ailleurs été épinglé dans le rapport de l'UNICEF que je citais un peu plus tôt. Aimerait les Jeux Olympiques, je crois que tu avais quelque chose à dire. On en discutait un peu plus tôt, et moi, comment je vis, il y a des déclics qui me font réaliser certaines choses. Et cet échangeur, ça a été un des gros déclics, parce que je me suis posé la question il y a des athlètes qui sont dans la nécessité de respirer l'air que certains Parisiens respirent depuis des années et des années. Eux, ils vont le respirer pendant combien de temps?
pendant quelques semaines, maximum 1 mois. Mais eux, ils n'ont pas le droit de respirer cet air apparemment, parce qu'ils sont dans les petits soins de beaucoup de monde. Mais eux n'ont pas le droit de respirer cet air durant quelques semaines, parce que, enfin, je ne sais pas pourquoi, moi je me dis, c'est peut-être que ça va impacter leur performance, mais si eux, en respirant cet air pendant quelques semaines, comme je me répète, ça impacte leur performance, quel impact ça peut avoir sur les habitants qui sont là depuis des années, des années? Moi, ça m'a choqué. Du coup, parce que les athlètes vont bénéficier d'un air qui sera filtré, ça avait justement été évoqué. Donc ce que Emre souligne, c'est le fait de se dire il y a des athlètes qui sont là pendant un temps donné, à qui on met un air filtré, on les met dans de bonnes conditions, et puis à côté, les gens finalement sont là en train de subir de plein fouet cette pollution. Vous trouvez ça aberrant? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Même au-delà de ça, ils n'ont pas le droit de respirer cet air. Pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas pouvoir répondre à la question pourquoi, qui est tout à fait légitime. Mais par contre, malheureusement, appuyer sur le constat que vous disiez, on a construit au bord du périphérique, mais on continue à construire, en effet, au bord des axes routiers. Je vais prendre un petit exemple que je connais, puisque c'est celui de ma ville, à Créteil. On a un quartier qui va sortir de terre, là, qui est en train de sortir de terre, selon la volonté de l'État. Je précise que c'est de l'État. C'est un quartier en triangle, ça s'appelle le triangle de l'Échat. Le triangle, c'est une nationale, 2 départementales et une autoroute, la 4 qui est à côté. Enfin, c'est un petit point rouge qu'on voit là. Et c'est là qu'on est en train de construire des logements. Alors pas que des logements, nous on s'est battu pour qu'il y en ait le moins possible, mais c'est ça malheureusement encore la réalité de l'absence, en tout cas la complexité de prendre en compte les facteurs de prévention, notamment de la pollution, dans les politiques publiques, qui par ailleurs sont compliquées, parce qu'on sait qu'il faut construire des logements. Il y a un problème majeur de logements en France, notamment de logements sociaux. On construit plutôt à côté, là, c'est le prétexte, c'est que c'est proximité d'une nouvelle gare du Grand Paris Express, qui est vraiment essentielle pour faciliter notamment des déplacements a priori non polluants quand même, puisque c'est le transport en commun. Mais il y a des tensions entre des objectifs parfois pas toujours conciliables. Mais je pense qu'on ne prend pas assez en compte cet élément-là pour en effet des personnes qui vont vivre toute leur vie, enfin en tout cas toute l'année, sans filtrage, comme pour les champions qui ont besoin de faire des performances, très bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, moi je voulais revenir sur ce qui a été dit sur le filtrage. Alors d'une part, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des expérimentations qui sont faites pour filtrer l'air extérieur. Enfin, filtrer l'air extérieur, peut-être que extrêmement localement, ça peut apporter quelque chose, mais ça n'apportera de toute façon... Enfin, c'est pas fait pour les athlètes parce qu'ils vont pas se mettre le nez sous les systèmes de filtration. On est en train d'évaluer ces systèmes, mais il y a quand même une espèce, ça va pas plaire à ceux qui les vendent, mais il y a une espèce d'aberration. Ça donne un petit peu, c'est un peu la même chose que si vous mettiez des climatiseurs dehors pour essayer de limiter la chaleur. Enfin, peut-être qu'extrêmement localement, vous aurez un petit filet d'air frais, mais ça, c'est pas la logique. Et donc après, tout ce qui est logement, il y a des réflexions effectivement sur ces nouveaux logements pour apporter de la filtration. Oui, on espère que ces logements vont servir aux gens du quartier après, que ça ne soit pas réservé ad vitam aux athlètes. Et puis, moi, de ce que j'ai compris, les athlètes dans les stades, ils vont subir la même chose que tous les gens du quartier. Donc il y a un vrai travail à faire sur l'ensemble du quartier. Vous avez raison, il faut que les JO, ça soit l'opportunité de mettre en avant le fait qu'il faut améliorer la qualité de l'air. Et je voulais quand même dire qu'il y a des choses qui avancent, c'est-à-dire que les politiques de réduction des émissions du trafic routier, elles sont efficaces. On a 40% de concentration en moins, y compris à proximité du trafic routier sur les 10 dernières années. On n'est pas du tout au bout du chemin, mais ça prouve aussi qu'on peut faire quelque chose. Dan Lert, un mot peut-être sur ce volet-là. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Anne Kaufmann. Ce qui est très important, il faut le rappeler, la qualité de l'air, elle s'améliore depuis maintenant 10 ou 15 ans à Paris. En moyenne, on a baissé à peu près de 50% les polluants, que ce soit les dioxydes d'azote qui sont issus du trafic routier ou les particules fines. Ça, c'est des résultats qu'on a obtenus comment ?
on a fait baisser de 40% le trafic automobile. Donc 40% le trafic automobile à Paris, c'est la politique du vélo, c'est la politique des mobilités actives, c'est la piétonisation d'un certain nombre de quartiers, c'est la réduction du trafic, et c'est exactement ça qu'on veut faire sur le périphérique. Parce que sur le périphérique, on veut mettre en place une voie de covoiturage en abaissant la vitesse, ce qui va nous permettre de réduire la pollution sonore et en même temps de réduire le nombre de véhicules qui circulent. Actuellement, sur le périphérique, donc 1 million de véhicules qui circulent, 80% de ces véhicules, il y a une personne dedans. Si on arrive à mettre en place dans des bonnes conditions une voie de covoiturage, on va pouvoir réduire potentiellement jusqu'à 10% le nombre de véhicules qui circulent. 10%, ce serait exceptionnel comme résultat. Ça veut dire 100 000 véhicules en moins par jour qui circulent par exemple au bord, sur les portes de Paris, près des établissements scolaires qui sont coincés dans les infrastructures routières. Et c'est vrai que les JO, ça a mis les projecteurs là-dessus, cette question. Parce que ce qui compte à Paris, c'est la pollution de fond. Hein, et les pics de pollution sont extrêmement graves, évidemment, mais la pollution de fond, c'est celle qui est le plus impactante pour la santé. Et ça, c'est pour tout le monde, toute la journée et toute l'année. Et donc, on essaie de continuer à avancer. Mais il faut dire qu'avec ce qu'on a fait, pas seulement nous à Paris, mais toutes les villes autour, etc., ce qu'on a réussi à faire, on a obtenu des résultats. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a la possibilité d'agir immédiatement et de continuer à agir. Et les résultats qu'on a obtenus doivent nous encourager parce que avec la politique qu'on a mis en place, il y a une étude de l'Observatoire régional de la santé en Île-de-France qui nous dit que le nombre annuel de décès attribuables à l'exposition prolongée à la pollution de l'air entre 2010 et 2019 a baissé de près de moitié à Paris. Donc ce sont des morts qu'on a évitées. Ce sont des morts qu'on a évitées. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère cette politique publique et qu'il faut qu'on l'accélère dès maintenant parce que on a calculé, par exemple, si on était sur les recommandations les valeurs réglementaires de l'Union européenne, bref, si on était sur ces seuils de pollution-là, on pourrait faire baisser de 1800 personnes les décès prématurés liés aux particules fines. Si on était sur les recommandations sanitaires de l'OMS, sur ces seuils-là, on pourrait faire baisser de 6800 décès, le nombre de décès liés à la pollution de l'air. Donc, on voit qu'on a intérêt à continuer à avancer dans cette direction. C'est une question vraiment de santé publique et majeure. Après, vous comprenez quand même la contradiction qui est pointée en effet sur cet air filtré, alors bien qu'on ne sache pas vraiment aussi si ça fonctionne, etc. Et est-ce que c'est quelque chose aussi où on se dit au bout d'un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre ce type, en tout cas d'outils, peut-être dans les immeubles qui sont dans des spots de pollution? Est-ce que... Non, le filtrage de l'air n'arrivera pas à faire baisser la pollution de fond à Paris et en Île-de-France. C'est un gadget qui est peut-être utilisé pour les sportifs des équipes olympiques, etc. au JO, mais ça peut peut-être très ponctuellement résoudre une équation. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est la concentration de dioxyde d'azote liée au trafic routier, de particules fines à Paris et d'ailleurs en Île-de-France de manière générale. C'est ça qu'il faut faire baisser. C'est ça qu'il faut faire baisser. À Paris, on disait un peu plus tôt en introduction, les habitants les plus pauvres risquent 3 fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les habitants les plus riches. Il y a quelques précisions tout de même à apporter, parce que ça c'est la conclusion en tout cas du document, mais quand on se plonge dedans, on lit d'abord que les zones habitées par les populations les plus favorisées et aisées présentent les concentrations moyennes de dioxyde d'azote les plus élevées. Là, je me tourne vers vous, puisque vous l'avez souligné, c'est-à-dire que, on se dit c'est un petit peu bizarre cette affaire, et finalement, on comprend que les foyers les plus modestes, les plus précaires, sont exposés finalement à un grand nombre, un nombre important en tout cas de menaces pour la santé. Vous l'avez cité, une mauvaise alimentation, un moindre accès aux soins, un logement dégradé, mal isolé. Donc c'est le cumul finalement de toutes ces vulnérabilités qui font qu'ils sont les plus exposés aussi. En fait, pour moi c'est compliqué parce que c'est vrai que contrairement à tous les deux, par exemple, je suis vraiment dans une prise en charge globale des gens. Et donc, je vois bien le problème de la pollution, le problème de l'asthme, etc. Mais on est vraiment dans une approche en premier recours des soins qui est globale et dans lesquels on voit tout l'impact quand on parle de façon très concrète, quand on parle de réduire très significativement la circulation sur le périphérique. C'est évidemment une bonne mesure de santé publique pour les Parisiens et bien sûr, ça doit être accompagné de mesures qui permettent aux gens de grandes banlieues de pouvoir accéder à Paris, de pouvoir aller travailler.
J'étais à Champigny quand il y avait eu les émeutes et je vais vous raconter l'histoire d'une maman qui était venue me voir. Son fils de 12 ans avait les mains brûlées le samedi matin. Ils avaient brûlé des voitures avec les dealers de la cité le soir. La maman, elle travaille à la Défense, elle fait des ménages et elle vient à 5 h du matin à la Défense et elle repart le soir à 23 h. Et en parallèle de ça, on entendait donc avec des très grandes difficultés d'accès au transport parce que ça commence très tôt, parce que du coup elle prend une voiture qui la dépose à Vincennes, puis une autre. Enfin voilà, c'est extrêmement compliqué pour se déplacer et depuis Champigny. Et toute cette complexité-là, je pense qu'il n'y a jamais de solution simple. Il faut toujours prendre les choses dans leur globalité avec tout ce que ça va entraîner. Bien sûr qu'il faut réduire la voiture, mais il faut vraiment avoir une politique sur le transport. Enfin, le fait que les enfants puissent partir en vacances, aujourd'hui prendre le train, c'est extrêmement coûteux. Pour une famille, si vous leur dites prenez le train à 6, je ne sais pas si vous voyez le coût que ça représente, mais ça veut dire aussi que derrière, on aurait beaucoup de familles qui déjà n'ont pas accès aux vacances, mais il y en aurait encore moins qui partent en voiture jusqu'au Maroc. Donc toute la politique publique, et bien sûr qu'il faut la penser, mais il faut la penser de façon globale. Et donc, voilà, je dirais qu'il n'y a aucune solution qui soit si simple, tout est très, 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 très intriqué. Et ce que je vis au quotidien, c'est effectivement un cumul de politique qui, globalement, est très individualiste dans l'approche, où chacun va pousser son propre projet, sa propre problématique, sans traiter de façon globale les choses. Donc vraiment, les plus vulnérables, on va se le dire, je pense qu'il faut qu'ils aient plus. Je pense qu'il faut l'accepter socialement parce que c'est une société qui doit être plus éthique. Des parents, un enfant qui naît dans un environnement très défavorisé, on doit aller vers cette famille pour les accompagner plus que des parents qui sont des cas de sup, qui sont sur Santé publique France, qui ont un pédiatre en secteur 2. Peut-être que c'est ça, et c'est ça qui fait qu'une société est solidaire, et c'est comme ça qu'on avait pensé notre système de santé à la base. Anne Kaufmann, vous l'avez rappelé, la pollution de l'air, du coup, ça va mieux que ça ne l'était, parce que c'est vrai que parfois il y a plein de chiffres. Alors on croule un peu sous les chiffres, on ne sait jamais est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui ça va réellement mieux. Oui. D'accord. Merci de la réponse. Ça va réellement mieux, ça va pas bien. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. On rappelle que la pollution de l'air extérieur est reconnue comme cancérigène par les experts du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, une agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu sur la pollution de l'air, c'est pas quelque chose de contemporain, ça existe de longue date. Si je résume, donc on respire un air donc pollué, c'est celui plutôt qu'on respire au quotidien, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est pas forcément l'air pollué des pics de pollution qui est le plus nocif. Est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu, Julie Chastan, les effets de la pollution atmosphérique à court, moyen, long terme? Puis Emre, je crois que tu avais aussi sur ces effets-là quelque chose à développer, et puis Antoine Pellissolo, bien entendu. Non, alors, tu compléteras. Bon, les effets, ils sont divers, de toute façon, c'est clair, et en effet, c'est du court, moyen et long terme, parce que, tout bêtement, on prend l'exemple, par exemple, des enfants à naître pendant la grossesse, tout ce qui va impacter le développement, le neurodéveloppement notamment, des enfants, ça peut s'exprimer pendant toute la vie qui va ensuite se faire. Donc c'est des changements sur la réaction, enfin le système cardiovasculaire, le système respiratoire d'abord, mais aussi cardiovasculaire, et l'ensemble du corps. Donc les effets cancérigènes, en effet, ils sont sûrement très subtils et on a encore du mal à les cibler exactement, mais ça dérègle les cellules du corps, quoi. Faut être en étant très simple. Et donc en effet, aussi bien à court terme, parce que c'est en gros l'accentuation de fragilité qui existe déjà. Donc ça, on le voit en effet dans l'asthme ou dans toutes les pathologies respiratoires. On le voit aussi dans les pathologies psychiatriques. Ça peut paraître étonnant, mais à chaque pic de pollution, c'est pareil qu'avec les pics de chaleur, on a plus de passages aux urgences, par exemple pour motifs psychiatriques, pour les autres motifs aussi, mais pour motifs psychiatriques. Il y a une aggravation des maladies mentales. Alors ça les génère aussi, ça les aggrave, parce que ça les génère aussi. On a toujours du mal, nous, à dire quelle est la cause de ces maladies complexes, mais en tout cas, il y a un facteur d'aggravation du risque, en effet. Donc je vous disais, pendant la grossesse, il a été vraiment étudié
particulier que les populations qui vivent à côté et qui grandissent ensuite à côté des sites pollués, donc souvent en effet des sites routiers, ont plus de taux de prévalence, enfin d'apparition. Alors, je prends toutes les maladies, c'est la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression, l'autisme. On a de plus en plus d'alertes sur les troubles du spectre de l'autisme et tous les troubles du neurodéveloppement, dont la fameuse hyperactivité avec déficit de l'attention, qui est un des troubles qu'on dépiste de plus en plus. Et donc, parce que probablement des fragilités neurodéveloppementales, neurologiques, ont été créées probablement dès la croissance du fœtus avant de naître et ensuite dans les premières années de vie. Donc ça, alors je ne dis pas que c'est forcément le seul facteur, évidemment. Il y a sûrement plein d'autres facteurs avec des facteurs de prédisposition génétique par exemple, mais qui sont aggravés par la pollution. Et donc ensuite qui sont en plus aggravés momentanément, qui peuvent être décompensés par les pics, enfin en tout cas la pollution dans son ensemble. Donc c'est pareil pour plein d'autres maladies. Et donc ça vraiment, ça nous incite à dire qu'il faut à la fois faire de la prévention au maximum et faire du dépistage, parce que en effet, le fait de ne pas pouvoir consulter, de ne pas pouvoir se soigner, mais vraiment de ne pas pouvoir être reconnu comme malade, c'est forcément un facteur d'aggravation de la pathologie. Aussi, je crois, d'Alzheimer, il me semble, dans votre ouvrage, qui est aussi... Alors ça, c'est malheureusement à l'autre bout de la vie, mais les maladies, donc le système nerveux central, en fait, soit il peut être altéré dès la naissance, ce qu'on appelle le neurodéveloppement, la manière dont les neurones, le cerveau se développent, et puis il peut être dégradé avec l'âge et le vieillissement, et on sait que malheureusement aussi, les maladies de l'âge, les démences et notamment la maladie d'Alzheimer peuvent être aussi accentuées. Là aussi, ce n'est pas une certitude que ça va générer une maladie qui ne serait pas arrivée autrement, mais qui sont aggravées par ces facteurs de pollution. Emre, tu avais peut-être une question sur ce... Moi, la question que je me pose, c'est du coup, moi, depuis tout petit, je suis asthmatique et je n'ai pas forcément fait le lien avec la pollution, etc. Mais quand on a de l'asthme, des problèmes respiratoires ou d'autres problèmes de santé liés à toutes ces questions de pollution, est-ce qu'on peut prouver que ça vient réellement de la pollution? Parce que moi, jamais je me serais dit, si j'avais pas eu cette conscience écologique ou cette éducation écologique dans ce domaine-là, jamais je me serais dit que c'est peut-être lié en fait. Et tu parlais de ta grand-mère aussi, je crois. Tu parlais de ta grand-mère aussi, je crois, qui a eu des problèmes respiratoires. Ouais, ma grand-mère aussi, du coup, je pense qui a eu pas mal de problèmes respiratoires aussi. Comment on peut prouver ça? L'association Respire qui était présente à la marche là, qui est partie de Saint-Ouen hier et qui est arrivée à l'Académie du Climat, a fait un recours avec 2 familles, dont 2 enfants, dont le lien de causalité entre l'exposition à la pollution de l'air et l'asthme, je crois, pour ces 2 enfants qui étaient concernés, a été reconnu et il y a eu une indemnisation. Donc c'est le démarrage et c'est la reconnaissance juridique de ce lien de causalité. Donc c'est possible, là il y a des actions contentieuses qui vont se multiplier d'ailleurs sur la base de cette nouvelle jurisprudence, mais ça c'est très intéressant et c'est porté notamment par l'association Respire sur ce lien de causalité qui a été avéré et reconnu par le juge. Alors, Anne Kaufmann, vous dites, bon, aujourd'hui ça va mieux, on n'est pas bon, mais en tout cas ça va mieux. Et en même temps, c'est vrai que bon, l'État quand même a été condamné en novembre 2023 à 10 millions d'euros d'amende par le Conseil d'État, qui a relevé donc des dépassements significatifs des seuils de dioxyde d'azote à Paris et à Lyon entre juillet 2022 et juillet 2023. Et sachant qu'en octobre 2022, le Conseil d'État avait déjà condamné l'État à payer une astreinte record de 20 millions d'euros pour son incapacité à ramener les niveaux de pollution de l'air au-dessous des seuils réglementaires sur l'ensemble du territoire. Donc ça va mieux, mais alors en tout cas en ce qui concerne Paris, où il y a déjà énormément de choses qui sont faites, mais Paris et Lyon, et puis surtout ces seuils, ils vont encore évoluer, ils vont encore être abaissés, que ce soit parce que nous on se base sur les seuils de l'Europe, mais il y a aussi les seuils de l'OMS qui sont beaucoup plus restrictifs, en tout cas bien moins tolérants que ceux de l'Europe. Donc on finit par se dire qu'on a l'impression de courir toujours un peu pour essayer d'être dans les clous, entre guillemets. Est-ce
est-ce que finalement aussi c'est pas une manière de l'OMS de se dire, une façon de prévenir, de se dire bon, on va encore abaisser nos seuils pour que les pays en fait se rendent compte quand même qu'il faut vraiment faire quelque chose et continuer justement la politique pour justement abaisser cette pollution atmosphérique, de continuer les actions. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'abord sur le fait que l'OMS ait abaissé ces valeurs, c'est parce que plus on mesure, plus il y a des études sanitaires et plus on voit l'ampleur des effets sur la santé, sur tout un tas de pathologies qui vous ont été expliquées tout à l'heure. Et on se rend compte que, et puis au fur et à mesure que les niveaux baissent, on a aussi ces impacts-là à des niveaux plus faibles. Donc c'est pour ça avant tout. Donc c'est vraiment un objectif à atteindre, c'est de respecter ces valeurs de l'OMS, c'est-à-dire partout à terme. Donc c'est vraiment l'objectif à atteindre. Après, on sait que ça ne se fait pas en un jour et le fait de dire ça s'améliore, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, ça veut dire que ça vaut le coup d'essayer, de continuer à agir. Et pour répondre à votre question sur les condamnations en Conseil d'État et au niveau de l'Europe pour non-respect des valeurs limites réglementaires, sur la carte que vous avez devant vous, enfin derrière moi, tout ce qui est en rouge dépasse encore les valeurs limites réglementaires européennes actuelles. Donc c'est pour ça que la France a été condamnée pour non-action suffisante, on va dire, pour passer déjà en dessous de ces valeurs réglementaires. Pour le dioxyde d'azote, la future directive européenne qui devrait être votée d'ici fin avril, si tout va bien, devrait diviser par 2 ces valeurs réglementaires. Et la valeur de l'OMS, elle est 4 fois inférieure à la directive, aux valeurs actuelles. Donc le chemin est encore long et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure avec Dan qu'il faut vraiment poursuivre les efforts. On peut y arriver, vous pensez vraiment à est-ce que c'est vraiment ces seuils, notamment celui de l'OMS, qui est quand même extrêmement restrictif, je crois que quasiment personne d'ailleurs n'arrive dans le monde, je ne sais pas s'il y a des pays qui arrivent véritablement à les respecter, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que vraiment l'OMS se dit, bon, on abaisse nos seuils, mais est-ce qu'il y a une faisabilité au vu du trafic, au vu de tout ce qu'il y a? Alors déjà sur la partie dioxyde d'azote, c'est quelque chose qui est déjà respecté. Le 10 microgrammes par mètre cube, il est respecté sur une partie du territoire français. Il n'est pas respecté dans les cœurs de ville. Et pour ce qui concerne l'Île-de-France, en fait, les franges de l'Île-de-France respectent déjà cette valeur. Donc oui, c'est faisable, mais ça nécessite des efforts assez importants. On a fait une étude qui montre que pour respecter ces valeurs, il faudrait baisser de plus de 60% les émissions sur l'ensemble, toutes les émissions de dioxyde d'azote sur l'Île-de-France. Donc c'est un effort considérable, mais qui reste atteignable. Pour les particules, et notamment les particules fines qui font moins de 2,5 microns, la situation, elle est, je dirais, plus critique actuellement, puisqu'il y a beaucoup de territoires français qui dépassent cette valeur de l'OMS. Et on a pu montrer que sur l'Île-de-France, pour respecter ces valeurs, il fallait non seulement des efforts considérables sur l'Île-de-France, mais aussi qu'il y ait des actions en dehors de l'Île-de-France, puisque même en coupant les émissions franciliennes, ça ne suffisait pas pour passer ces valeurs. Mais ça veut dire qu'il faut agir, ça illustre qu'il faut agir à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, voire mondiale. Alors, ça fait une très bonne transition avec la suite, puisqu'on va plutôt aborder maintenant le volet des solutions pour essayer de se dire comment aujourd'hui on arrive à abaisser cette pollution atmosphérique, puisqu'on a quand même globalement, on compris en tout cas quels étaient les risques. Donc sur les volets de la pollution, on sait que c'est la voiture, le chauffage au bois qui sont en tout cas les plus gros problèmes en matière de pollution atmosphérique. Comment on fait justement, bon déjà pour ne pas désespérer, et puis je suppose qu'il faut
plutôt passer à l'action. Comment on fait pour justement, surtout aussi aider les plus pauvres, en tout cas ceux qui sont les plus exposés? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une politique de moyens financiers, peut-être à se dire, bon, on n'a peut-être pas énormément de moyens aujourd'hui pour tout le monde, ou en tout cas peut-être avoir une politique beaucoup plus axée sur les plus précaires, ou en tout cas ceux qui se trouvent dans des spots de pollution. Comment on endigue cette injustice environnementale? Alors quelles sont les priorités, j'ai envie de dire, dans l'action? Si on doit être efficace, est-ce qu'il y a, si on doit prioriser une, deux mesures, ce seraient lesquelles? Emre, je crois que tu voulais parler notamment des zones à faible émission. Ouais, moi je voulais vous demander, est-ce que vous pensez des zones à faible émission? C'est-à-dire, il y a des zones où certains critères de voitures vont être interdits, à Paris et à Lyon, il me semble, le 1er janvier 2025. Toutes les voitures de critère 3 vont être interdites. Et moi, je me pose la question de à qui ça va profiter réellement, en fait. Certes, ça va baisser ça va avoir un réel impact sur la pollution, mais du coup, ceux qui peuvent se permettre d'avoir des voitures de critère 2, 1, des voitures électriques, etc., ça fait partie de la population un peu plus aisée, et ceux qui sont à l'opposé, ils ont pas les moyens de se permettre de prendre ce genre de véhicule, et certains sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule pour aller au boulot, etc., s'il y a des imprévus. Donc voilà, que pensez-vous des zones à faible émission? C'est toute la complexité du dossier. Je veux bien avoir aussi Anne Kaufmann à un moment donné, mais je vous laisse... Je veux bien juste répondre une phrase. J'ai vu une campagne il y a peu de temps qui disait « Pour ou contre les SUV à Paris ». Je trouve que c'est exactement l'illustration de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplifier le débat, et c'est ce que tu dis en fait. C'est-à-dire que, attention, c'est évidemment qu'il n'y a personne qui veut avoir un véhicule ultra polluant et qui sciemment vient dans Paris sur le périph' à côté des écoles. Je crois qu'il faut quand même mesurer les choses, mesurer la complexité du dossier, la complexité des éléments et des mesures qu'il faut prendre pour avoir une politique sociale qui permette vraiment à ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ce véhicule, d'avoir accès à leur travail, de pouvoir faire parfois du travail manuel dans lequel ils vont déplacer. Enfin, voilà, je crois qu'il y a vraiment... Le dossier est extrêmement complexe, et si on ne le traite pas de façon complexe, finalement, on peut retirer sur les mêmes. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je ne vais pas répondre à votre question parce que ce n'est pas mon rôle. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est en charge d'évaluer l'impact d'une zone à faible émission. Donc oui, ça permet d'améliorer la qualité de l'air. On a pu montrer que la zone à faible émission actuelle sur métropolitaine, elle avait permis entre 2019 et 2021 d'améliorer de 10% supplémentaires les concentrations par rapport à une situation où il n'y aurait pas de ZFE. Alors ce n'est pas forcément applicable partout parce que ça dépend de la situation initiale, ça dépend de la taille de la ZFE, ça dépend des véhicules interdits, mais en tout cas, oui, ça marche. Je vous rappelle aussi qu'on disait tout à l'heure qu'on a une partie des populations défavorisées qui sont les plus exposées parce que très proches des grands axes routiers, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la capacité à se déplacer, ça c'est certain. Dan Laert, sur ce volet de la zone à faible émission qu'on a aussi appelé zone à forte exclusion, mais en même temps, comme le dit Anne Kaufmann, ça a quand même prouvé aussi des effets. Comment on fait sur... voilà, c'est pas un dossier très simple quand même. Non, mais les résultats dont on a parlé tout à l'heure, ils sont assez clairs, ils sont assez éclairants sur qu'est-ce qu'on doit faire encore pour améliorer encore la qualité de l'air au bénéfice de toutes ces populations qui sont très vulnérables, très exposées et qui vivent le long de ces axes routiers. Et c'est pas, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, ces gens-là ne sont pas les propriétaires des SUV dont on a parlé tout à l'heure. Quelles sont les bonnes conditions? Moins de voitures égale moins de pollution, égale moins de malades, égale moins de morts. Donc il faut qu'on continue à avancer dans cette direction. La zone à faible émission, c'est quoi les conditions de sa réussite pour que ce ne soit pas une zone d'exclusion sociale pour les gens? Déjà, c'est qu'il faut qu'on ait des transports en commun qui soient accessibles, c'est que les personnes puissent se déplacer. À Paris, le pass Navigo, par exemple,
il est gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans. Il est gratuit aussi pour les personnes âgées. Donc on a des solutions alternatives à proposer par rapport à l'usage d'une voiture individuelle. On a aussi des mesures qui sont, par exemple, on a piétonnisé 200 rues devant les rues aux écoles pour limiter la pollution, limiter le bruit et limiter l'accidentologie, améliorer la sécurité routière pour tous les enfants et toutes les familles qui arrivent. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites à Paris. Et je ne vais pas parler des 1000 km de pistes cyclables qui ont été faites, etc., pour développer la piétonisation d'un certain nombre de quartiers, les voies sur berge qui sont devenues piétonnes. Et ça a beaucoup amélioré les questions de pollution d'air. Et donc pour améliorer, sur la question de la zone à faible émission, pour répondre précisément, il faut absolument que les aides pour accompagner les ménages modestes à acheter un véhicule propre, qu'on se dirige vers un espèce de zéro reste à charge. Que ça coûte rien pour les personnes qui effectivement sont obligées d'avoir un véhicule parce que par exemple ils commencent tôt le matin leur travail, et bien qu'ils puissent s'acheter ou alors qu'ils aient une solution en transport en commun. Nous à Paris on a fait le tramway sur le boulevard des Maréchaux qui entoure le périphérique, on est en train de finir la boucle par exemple. Ça c'est une solution aussi qui est faite pour les populations précaires. Mais je voudrais quand même enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, vous l'aurez deviné, mais... Allez-y, on adore les débats. Mais je voudrais dire, ce qui est anti-pauvre, ce qui est antisocial, c'est de maintenir la situation actuelle. C'est les plus 30% de cadasme pour les enfants qui vivent des deux côtés du périphérique. Et c'est vrai que c'est pas simple de s'attaquer à cette pollution de l'air là, mais qui touche effectivement les plus pauvres et parmi les plus pauvres, les enfants, hein, qui sont très vulnérables et très exposés. Mais ce qu'on a fait depuis 10 ou 15 ans à Paris avec d'autres villes autour de nous, on a prouvé que ça marchait, on a réduit le trafic, on a développé les pistes cyclables, on a développé l'accessibilité aux transports en commun. Donc il faut qu'on continue à avancer, parce qu'encore une fois, ce sont des vies qu'on va sauver, Donc je disais tout à l'heure, 1800 décès évités sur les particules fines si on respectait les futures valeurs européennes, donc celles qui vont être divisées par 2. 6220 décès éviter si on respectait les recommandations OMS sur les particules fines. Donc c'est pour ça que oui, il faut continuer, et notamment sur la question des SUV. On a de plus en plus de SUV qui circulent sur le périphérique. Un SUV, ça coûte au minimum 50 000 €, donc c'est pas les personnes les plus précaires qui s'achètent des SUV, bien évidemment. Un SUV, ça pèse très lourd, donc quand ça freine et que ça accélère sur le périphérique, ça fait des particules fines. Et on a fait une étude avec Airparif sur les particules ultra fines sur le périphérique, 2 fois et demi. Qui ne sont pas encore réglementées. Qui ne sont pas encore réglementées, malheureusement, et dont on a des inquiétudes sur l'impact sanitaire très avéré, pour le coup. Donc c'est 2 fois et demi la pollution de fond en particules ultra fines sur le périphérique, 250% de plus, et c'est le même niveau de pollution en particules ultra fines qu'aux abords de Roissy. Donc oui, évidemment, il faut continuer à avancer dans cette direction, que ce soit sur les SUV, sur la réduction du trafic, sur le développement des transports en commun, sur l'accessibilité des transports en commun, sur la piétonisation des rues aux écoles. Il y a beaucoup de choses à faire et on le fera avec l'ensemble des maires, quelle que soit l'étiquette politique, qui veulent avancer dans cette direction. C'est une question de justice sociale. Je m'adresse à vous trois à nouveau, mais justement sur toutes les mesures, hein, on parle de circulation différenciée, c'est-à-dire que c'est les plaques paires ou impaires, donc ça c'est plutôt pour mis en place lors des pics de pollution. Qu'est-ce qu'on doit penser également de la réduction de la vitesse des voitures? Est-ce que ça a un réel impact? Forcément améliorer, hein, vous l'avez dit, Danlert, améliorer le service de transport en commun qui est quand même assez développé à Paris, mais on peut se poser la question de savoir aussi dans les banlieues parisiennes si aujourd'hui il y a aussi de transport en commun. Végétaliser aux abords de spots de pollution, c'est quoi qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il y a un cumul? Est-ce qu'on se dit, alors c'est l'abaissement de la vitesse plus la végétalisation? Est-ce qu'il y a, en tout cas, est-ce qu'on sait les bienfaits que le cumul de certaines actions peut avoir? Alors, je vais répondre de manière un peu plus intuitive, je vais dire, parce que je n'aurai pas les chiffres, mais il paraît évident que c'est un ensemble de solutions. Le problème est complexe, comme on l'a dit, et on ne peut pas y répondre par une seule mesure. Et je pense que ce que vous évoquez là montre bien qu'il y a un panel de réponses. Alors on pourrait dire qu'est-ce qu'il faut prioriser? Oui, effectivement. Moi j'aurais tendance à dire que les transports en commun, il faut vraiment les prioriser. Alors c'est sûrement ce qu'il y a de plus lourd, plus lourd, je ne sais pas, en termes de masse financière.
Parce que, bon, ok, dans Paris, je pense qu'on sait bien qu'on peut vivre à Paris sans beaucoup de véhicules, ce qui est une bonne chose, mais dès que vous sortez un petit peu du centre-ville ou de Paris intramuros, bon, je pense qu'on pourra tous témoigner en tant que banlieusards que prendre le métro tous les jours, enfin, ou les RER tous les jours, aux heures de pointe, où vous savez qu'il y a des dysfonctionnements, vous savez que c'est hyper dense, et que c'est un facteur, ça a été mesuré, le facteur de stress supplémentaire et d'épuisement physique lié au transport en commun quand c'est mal, on va dire quand c'est pas suffisamment adapté, c'est aussi un facteur de mauvaise santé, hein, clairement. Être debout tous les jours pendant 1h30, 2 heures dans un truc où vous étouffez de chaud, parce qu'il fait chaud par exemple l'été, c'est pas une bonne chose. Donc, évidemment, il faut plus de transport en commun, là où il n'y en a pas assez, qui soit plus fonctionnel. Alors ça a un coût, c'est sûr, mais ça doit être, à mon avis, une des priorités, et en effet de le rendre le plus accessible possible en termes à la fois financiers, et puis, comme on dit, d'interconnexion, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui seront loin d'une station, parce qu'on ne peut pas en mettre partout, mais il faut penser, dans ce cas-là, le lien. Et donc ça, plus les autres mesures de déplacement, notamment le vélo, c'est évident. Et puis, alors bon, le petit élément supplémentaire, moi, que je trouve vraiment essentiel, c'est en effet de verdir tout ce qui peut l'être pour atténuer l'effet de la pollution et de la chaleur dans beaucoup de sites. Et alors, c'est pas simple non plus, parce qu'on est obligé de densifier aussi les habitats, mais il faut trouver des combinaisons. Et je pense que c'est réaliste quand même d'avoir des espaces verts, des espaces d'eau, là où enfin, le plus possible, pour à la fois la qualité de vie, tout bêtement, parce que c'est aussi un facteur de lutte contre le stress qui est très utile, et puis également d'absorption de beaucoup de produits néfastes, quoi. Julie Gestan, vous êtes d'accord avec... Je veux bien compléter parce que c'est vrai que c'est global. Alors sur la question de cette question-là, c'était une question qui était volontairement provoque, mais je sais qu'elle a été mal vécue par les gens de banlieue, en fait. Et c'est pour ça, parce qu'il y avait des affiches partout, et ça a été mal vécu par des gens qui ne votaient pas. Et ça, il faut le mesurer, c'est que dans Paris, il n'y a pas que des Parisiens, et je pense que c'est à l'échelle d'une région, voire à l'échelle nationale, que ça devrait être pensé, et il faut traiter les choses dans leur globalité avec tous les gens que ça concerne. Mais bien sûr qu'il ne faut pas, je ne vais pas dire qu'il faut mettre des SUV dans la rue, enfin, évidemment que non, mais ça a été soulevé par des gens qui sont ouvriers, par des patients qui travaillent. J'ai une grosse communauté qui travaille dans le bâtiment et qui s'est sentie très fragilisée par cette campagne-là, mais voilà, évidemment. Après, la question de façon globale, c'est comment est-ce qu'on fait aussi pour que les gens aient accès à un meilleur état de santé global. Donc comment est-ce qu'on fait en pratique pour avoir une politique éducative sur le périscolaire. Par exemple, vraiment, ce qu'on vit nous, c'est que les enfants, dans certains quartiers, et ça va dépendre des communes, il n'y a pas accès à des espaces verts, il y en a très peu. Et en plus, au moment des vacances, au moment de tout ce temps où les autres enfants partent, les enfants de la cité vont rester là, juin, juillet, août, au collège c'est long, 3 mois, et c'est là où on voit les gamins déraper, où on voit vraiment une politique éducative qui est plus menée. Et je pense qu'une des solutions à portée de main, c'est d'investir. J'ai une grande sensibilité sur l'enfance, mais moi j'investirais vraiment sur ce champ-là, sur les inégalités sociales dans le champ de l'enfance et la possibilité d'accéder à une meilleure alimentation, à une meilleure qualité de vie sur le temps périscolaire, avec tout l'enjeu autour des espaces verts qu'on ne peut pas forcément leur apporter. Anne Kaufmann, vous voulez ajouter un petit mot là-dessus, sur le volet des solutions? Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Évidemment, c'est un panel de solutions. Sur la partie espace vert, au-delà de l'impact sur la qualité de vie qui est évident, c'est pas. Il y a deux effets. Si on en met un espace vert à la place d'habitation ou à la place de route, ben on supprime des émissions. Donc ça, c'est forcément positif. Après, tout ce qui est végétation peut servir aussi d'écran. Si elle est suffisamment dense, elle peut limiter, au même titre qu'un écran anti-bruit va aussi limiter la pollution de l'autre côté. Donc ça peut avoir cet effet-là, mais le principal effet, je dirais, c'est de limiter cette densité d'habitat et de route, si on peut redonner un peu d'espace pour les espaces verts. Et baisser la vitesse sur la route, c'est un bon effet ou pas? Alors, ça dépend vraiment de quoi on parle. Déjà, si on parle, par exemple, de zone 30,
ça a un effet sur la pollution sous deux angles. D'une part, ça limite l'intérêt de la voiture pour traverser une ville puisqu'on y met plus de temps. Et d'autre part, ça facilite le fait de prendre son vélo parce que c'est beaucoup, c'est perçu et c'est une réalité, c'est moins dangereux d'être au milieu du trafic quand c'est à 30 km/h que quand c'est à 50. C'est beaucoup moins accidentogène, donc ça permet à des gens de passer de la voiture au vélo. Donc ça, c'est des... Enfin voilà, ces deux effets font que les zones 30 tentent à limiter le volume de trafic et donc à baisser la pollution. Et sur les grands axes routiers, le fait de fluidifier le trafic par une baisse de la vitesse permet aussi de limiter les stop and go et tous ces arrêts, ces freinages. On sait les effets, par exemple, de passer d'une autoroute de 130 à 110 ou à 100. Il y a des effets vraiment, on sait les mesurer aujourd'hui, on voit les effets? Oui, alors pour ce qui nous concerne, c'est un tout petit peu difficile de faire des mesures en tant que telles. Sur le papier, oui, parce qu'il y a une moindre consommation, parce qu'il y a moins d'émissions de polluants. C'est un peu compliqué pour nous parce qu'en même temps, on a des véhicules qui s'améliorent, on a un renouvellement général, et donc faire la part des choses par des mesures directement, c'est un peu difficile. Aimerais, je crois que tu avais une question. En fait, pour préparer cette table ronde, on m'a envoyé pas mal de documentation, et j'avais lu une tribune de Dan Lert que j'ai pas compris, et je me suis dit ça aurait été cool que je puisse lui poser la question, et ça tombe à pic, il est là. Et du coup, la tribune, c'est la suivante. Ce qui m'avait interpellé, c'est dans le monde entier, des villes transforment des autoroutes urbaines pour les rendre à la nature et aux citoyens. Et moi, je me suis dit, soit il y a quelque chose que j'ai pas compris, ou il y a une info que j'ai pas saisie. C'est-à-dire alors, je vais prendre plus de précision. Est-ce que ça existe? Je vais prendre deux exemples, et un qui est parisien. Les voies sur berge ont été piétonnisées récemment, des voies sur berge, c'est une route qui passait le long de la Seine, voilà, avec donc après 30 ans de combats menés notamment par les écologistes à Paris, cette voie sur berge a été piétonnisée. Et on nous avait dit à l'époque, ça va reporter la pollution aux extrémités du périphérique, et ça a été vrai dans un premier temps, et après, on s'est aperçu qu'il y avait eu une diminution du trafic, et donc on a rendu finalement cette voie dédiée à la bagnole et qui est maintenant, voilà, on a 3 ou 4 kilomètres là qui sont disponibles pour les Parisiens pour pouvoir profiter, pour les Parisiens, pour les visiteurs, pour les touristes, pour tous ceux qui viennent à Paris. Il y a un autre exemple en Corée où une espèce d'infrastructure routière en pleine ville a été transformée pour refaire renaître une rivière. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais dans cette tribune d'un exemple comme ça. Est-ce qu'on peut faire du périphérique parisien une rivière ou un fleuve? Alors non, on n'y arrivera pas. Par contre, on peut transformer le périphérique parisien, et c'était le titre de la tribune, en boulevard urbain apaisé, avec et pour les quartiers populaires, parce qu'on voit les conséquences sanitaires pour les quartiers populaires de cette infrastructure autoroutière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques années, sur le périphérique, il y aura un passage piéton, il y aura peut-être un feu rouge, on pourra circuler, il y aura peut-être une voie vélo, voilà, il y aura une voie dédiée au transport en commun. Ça, ce sera une première étape qui sera franchie cette année avec la voie de covoiturage. Et c'est pour ça que l'abaissement de la vitesse est utile à Paris sur le périphérique, c'est que ça va avec la mise en place de cette voie de covoiturage. Il faut, pour mettre en place une voie de covoiturage sur le périphérique, sur la voie la plus à gauche, il faut fluidifier le trafic et permettre les croisements de flux de circulation. Et c'est en ça que l'abaissement de la vitesse va avoir un effet sur la réduction du trafic automobile. Si cette voie de covoiturage se met en place de manière optimale, on pourrait retirer jusqu'à 10%. 10%, c'est vraiment un objectif très élevé, mais jusqu'à 10% des véhicules qui circulent sur le périphérique. Et il y a une autre priorité, moi je partage totalement ce qu'a dit Antoine Pellissolo tout à l'heure sur la priorité sur les transports en commun, c'est évident. On avait déjà fait à l'échelle de l'Île-de-France le pass Navigo à tarif unique
pour permettre aux gens qui habitent le plus loin et qui viennent travailler à Paris et qui passent par Paris pour aller travailler en banlieue et qui habitent en banlieue, d'avoir un tarif unique des transports. Ça, c'est une façon d'accélérer l'accessibilité aux transports en commun. Et évidemment, la qualité des transports en commun doit être améliorée. Il y a une autre chose qu'on a prévue à Paris, c'est de limiter la constructibilité aux abords du périphérique. Donc, dans la bande des 25 mètres de part et d'autre, dans le nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique de la ville de Paris, il y a une bande de non-constructibilité des bâtiments. On n'ajoute pas des populations exposées à la pollution de l'air, c'est une forme de réponse. Et on va végétaliser massivement aussi les talus du périphérique. C'est une forme d'atténuation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui peut permettre un peu de limiter un tout petit peu les concentrations, enfin l'exposition aux concentrations de polluants du périphérique. Mais c'est vrai que la question se pose aussi. C'est vrai que je pense que personne ne verra d'inconvénient à dire aujourd'hui, bah oui, transformer les autoroutes urbaines, enfin, moi la première, je pense que c'est super, mais c'est vrai que quand on voit le contexte actuel, notamment avec l'A69, hein, on l'a évoqué rapidement, mais où on est plutôt à se dire aujourd'hui en France, on continue de construire des autoroutes finalement plutôt que l'inverse. On voit que dans le sud de la France, en tout cas, il y a une forte mobilisation et une forte opposition, en tout cas, à ce projet de l'A69. C'est vrai qu'on se dit, c'est compliqué aussi de manœuvrer, en tout cas, quelle marge de manœuvre on a aussi dans un contexte où, comme le dit le président de la République, qui adore la bagnole, c'est un petit peu compliqué aussi d'œuvrer dans ce contexte-là, quoi. Je pense qu'il faut, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il faut qu'on arrête d'investir, on arrête de faire des investissements publics massifs dans les contournements autoroutiers, d'en faire de nouvelles autoroutes dont on voit qu'elles sont très polluantes, ces zones d'infrastructure, voilà, et qu'on investisse tout cet argent public, ces milliards d'euros qu'on est prêt à mettre dans la 69 ou dans tous les projets de contournement autoroutier. Pourquoi est-ce qu'on les met pas dans les transports en commun? Pourquoi est-ce qu'on les met pas pour permettre à tout le monde d'avoir accès à des transports en commun de qualité, qui arrivent à l'heure, dans lesquels on n'étouffe pas quand on est en période caniculaire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on circule toujours en Ile-de-France dans des bus qui sont insupportables quand il fait très très chaud, voilà, pour tous les gens? Donc ces milliards d'euros, on pourrait les mettre là. Et il faut les mettre là, donc c'est une solution aussi. C'est vrai que c'est pas la politique qui est actuellement décidée par le gouvernement, et c'est même pas la politique qui est décidée par la présidente de région, Valérie Pécresse, puisque la première mesure, la première priorité de Valérie Pécresse à la présidence de la région Île-de-France, ça a été de supprimer 350 000 € pour l'organisme indépendant chargé de la surveillance de la qualité de l'air, qui est Air Paris. Donc ça, ce sont des décisions qui signent les priorités, voilà, des décideurs publics. À la ville de Paris, évidemment, et dans beaucoup d'autres collectivités, ce sont pas nos orientations. On les combat, évidemment, mais il y a beaucoup d'argent public. On le voit à travers tous les projets autoroutiers. Il peut être investi dans les transports en commun ou aussi pour aider les ménages les plus défavorisés à acheter des véhicules propres, par exemple. Ça pourrait être très utile. Anne Chastan, je vous ai vu prendre en fait, sur la question de la région, pour avoir eu il y a peu de temps, Pécresse qui vous a fait prendre le micro. Oui, un échange avec Valérie Pécresse. Je pense qu'il y a vraiment une vision qui doit absolument être portée à l'échelle régionale, et absolument. C'est la santé publique. Ça fait partie des choses sur lesquelles vraiment il y a. Quand j'étais en congrès avec elle la semaine dernière, elle l'expliquait, avoir mis 10 millions d'euros autour des installations libérales, en disant qu'elle faisait très attention au service public. Parce que le service public, elle savait que les gens ne travaillaient pas. Et dans la santé. Et ça vraiment, cette phrase m'a beaucoup heurtée, parce que, en l'occurrence, c'était une table ronde des URPS, donc des médecins libéraux, donc je pense qu'elle ne savait pas que j'y exerçais. Mais globalement, quand on tient ce genre de discours, c'est aussi dénoncer une hypoproductivité du service public de santé qui prend en charge les plus vulnérables dans un système de santé qui devrait être accessible à tous. Et oui, c'est plus compliqué de prendre en charge des gens, de faire de la prévention, de prendre en charge des gens plus malades, des gens qui ont des situations sociales ou qui sont à domicile, qui sont âgés. Donc, globalement, au niveau de la région, je pense qu'il y a absolument besoin, mais vraiment absolument, parce qu'on est tous concernés, d'avoir un éclairage citoyen, que tout le monde se mobilise pour, globalement, ça ne peut pas être uniquement pensé
À Paris, c'est comme ça, à Champigny, c'est comme ça, et au niveau de la région, c'est encore différent. Et l'investissement est différent, alors que les priorités et les besoins sont les mêmes. Et aujourd'hui, les 10 millions d'euros qui ont été investis ont montré un taux d'installation extrêmement faible sur l'Île-de-France, avec une démographie médicale qui est en train de s'inverser par rapport au reste de la France, avec un âge qui est de 40-60 ans qui est à 0,75, c'est-à-dire qu'on a vraiment un enjeu démographique majeur sur la santé. Et quand on parle de pollution atmosphérique, d'accès aux soins et de santé publique, je vous assure que les signaux au niveau régional sont extrêmement défavorables. Mais je pense que vous le savez tous. Une dernière question avant de vous laisser la parole pour des questions. Sur les spots, vraiment sur les lieux hautement pollués, donc on a cité Bagnolet, le périphérique, Pleyel. Est-ce que vous pensez, alors je crois qu'à Bagnolet, hein, l'échangeur doit être notamment, je crois carrément rayé de la carte, donc il va être démantelé entre guillemets petit à petit, ce qui va prendre quand même 20 ans, donc ça va prendre énormément de temps, mais en tout cas c'est l'idée qui a été retenue, celle de détruire l'échangeur. Est-ce qu'il faut aussi à un moment donné se poser la question et de détruire les échangeurs qui génèrent justement énormément de pollution. On parlait là des autoroutes pour les rendre entre guillemets à la nature. Est-ce qu'aussi on peut parler de déplacer, alors ça on parle beaucoup des migrations climatiques à l'échelle du monde entier, mais on sait qu'en France il y a des migrations climatiques qui existent déjà, on le voit sur le littoral avec la montée des eaux. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas se dire, nous aussi en France on a des populations qui se trouvent dans des spots hautement pollués, des gens qui comme Emre subissent, qui sont atteints d'asthme, qui ont des problèmes respiratoires. Est-ce qu'à un moment, je me posais la question à l'échelle de la mairie de Paris, si par exemple on se dit là peut-être qu'on a déjà envisagé, alors je ne dis pas que si ça a déjà été fait, ou peut-être que, est-ce que on y a déjà songé, voilà. Alors pardon, parce que j'ai pas, on a déjà songé à quoi? À déplacer les populations. Alors, ce qu'on se disait, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter dans un atelier de formation, on a fait une étude très importante avec l'Office international des migrations et le rapporteur François Gémen sur les migrations climatiques, c'est-à-dire le grand spécialiste de la migration climatique. De la migration climatique, et dont les enseignements sont très intéressants, parce qu'effectivement, il y a des flux entrants sur Paris, enfin je dis Paris, mais en fait c'est le Grand Paris, et puis des flux sortants qui sont liés à la question du changement climatique. Il n'y a pas seulement, d'ailleurs, c'est pas seulement des migrations climatiques avec des personnes migrantes qui arrivent sur le territoire parisien et qui sont sur les trottoirs de Paris et qu'on essaie de mettre à l'abri régulièrement peu souvent avec le concours des services de l'État dont c'est la responsabilité, mais en tout cas nous à Paris on prend cette responsabilité, on l'endosse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement de plus en plus il y a l'idée chez les Parisiens qui habitent là se pose la question de l'habitabilité du territoire. Et puis il y a aussi tout un tas de mouvements internes à la France, d'arrivée du sud sur le nord de la France, et notamment sur le territoire parisien, parce qu'il y a des territoires au sud de la France qui vont devenir réellement invivables. Et on voit la situation actuelle dans les Pyrénées-Orientales au niveau de l'eau, par exemple, ne serait-ce que avec un certain nombre de villages qui sont desservis par des camions-citernes pour la distribution d'eau potable. Donc on est dans des situations qui sont extrêmement graves. Et donc nous, évidemment, on essaie de quantifier et d'objectiver ces flux entrants et sortants du territoire, mais à moyen et à long terme. Et ce qu'on se dit, c'est que en fait, le territoire parisien pourrait devenir un lieu vraiment d'accueil pour un certain nombre de populations, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de Parisiens qui se sentent à l'étroit à Paris, qui ont besoin d'avoir plus accès aux espaces verts, qui envisagent de déménager de Paris pour des raisons essentiellement climatiques. Mais nous n'avons pas projeté le déplacement des populations de manière contraignante, bien évidemment. On essaye, et c'est l'enjeu du nouveau plan climat de la ville, l'enjeu du nouveau plan de climat de la ville qui a été adopté au mois de décembre, c'est de préserver l'habitabilité de Paris et de protéger les habitants les plus vulnérables
aux conséquences du changement climatique. C'est la politique que nous développons, et avec tout un tas de mesures dont on a parlé aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres évidemment qui concernent d'autres secteurs de l'activité publique. Alors on va se tourner vers le public s'il y a des questions pour nos invités. J'arrive. Bonjour, merci pour vos échanges. Au tout début du débat, vous disiez que globalement le taux d'asthme était beaucoup plus élevé dans le 19e et que c'était essentiellement lié aussi au taux de pollution sur le périphérique. Sur cette carte, on voit que la concentration de dioxyde d'azote, elle est sensiblement la même quasiment sur tout le pourtour parisien. Comment on peut expliquer que ce soit concentré, enfin que ce taux d'asthme soit concentré dans cet arrondissement-là ? Pardon, alors je réponds tout de suite, pardon. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'avais constaté dans mon arrondissement que, en discutant avec les enseignants, que dans les classes de ce collège qui est situé à 50 mètres du périphérique, il y avait à peu près 25% des élèves qui avaient de l'asthme. Et ce que nous disent les études scientifiques, c'est qu'à 500 mètres de part et d'autre des infrastructures routières très circulées, comme le périphérique, il y a plus 30% de cas d'asthme pour les enfants. Donc ça, ce sont des études, notamment un professeur avec qui on travaille beaucoup, Isabella Anesi Maezano, qui est une spécialiste de la question de la qualité de l'air, qui est une directrice de recherche, et qui nous dit, voilà, c'est plus 30% de cas d'asthme. C'est pas spécifique au 19e. Ce que je disais tout à l'heure sur le 19e, c'était un peu empirique. C'est dans la discussion avec un professeur du collège Georges Rouault, voilà, qui est situé à 50 mètres du périphérique, qui constatait dans sa classe qu'il y avait énormément d'asthme et beaucoup plus que dans des collèges qu'elle fréquentait auparavant. Voilà. Simplement pour dire que je travaille avec Isabella, en l'occurrence à l'INSERM, et un des problèmes qu'on a quand même, c'est qu'en fait on extrait des données par rapport beaucoup à des données chinoises ou internationales, mais on a très peu de données. Par exemple, quand vous parlez de ce qui se passe dans votre établissement, ce qu'on voudrait et ce qui nous manque, c'est vraiment la possibilité de faire de la recherche de terrain qui permette d'évaluer au niveau de Paris, alors avec Air Paris, et on en parlait tout à l'heure, mais d'avoir vraiment une évaluation de ce qui se passe et qui soit beaucoup plus fine qu'en comparaison avec les données internationales. Ce que vous dites est totalement alarmant. Je pense qu'il faudrait vraiment le vérifier, l'acter et puis faire des données comparatives au niveau francilien. C'est ces remontées-là et c'est cette approche de terrain-là qui, je pense, pêche un peu en France en recherche en santé publique. Bonjour, je m'appelle Paul-Étienne Keller, je suis le président fondateur d'une association qui s'appelle Urbatopia. Urbatopia comme urbain et comme féminin, et comme utopie au féminin. La ville est une scène. J'ai créé cette association pour tenter de libérer la musique vivante dans l'espace public. Et pour ce faire, je trouve que l'initiative du pouvoir en ce moment à la ville de Paris de tenter de limiter la place de la voiture dans l'espace public devrait encourager peut-être les gens à proposer des événements musicaux précisément à un moment où on ferait moins de place à la voiture, on pourrait davantage distribuer du temps et de l'espace aux gens qui produisent, qui font de la musique vivante dans l'espace public, en engageant une réflexion avec les architectes, les urbanistes, les gens qui sont chargés de définir ce que c'est qu'une ville aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est à peu près tout ce que je voudrais dire. Et je pense qu'il y aurait quelque chose peut-être à faire avec ces fameux 200 rues aux écoles que vous avez mis en route pour initier des concerts dans des endroits, sur des espaces où il n'y a plus de voitures, donc par définition, et qui pourraient être libérés pour l'événementiel urbain musical et enclencher une réflexion autour de ça de façon assez générale. Voilà, sur ce que c'est la ville de l'Europe qu'on veut pour demain. Qui se lance? Ouais, on n'a peut-être pas bien compris la question. On a l'impression plus d'un commentaire. Mais... Alors, si vous posez une question, c'est quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir imaginer une ville où il y aura moins de voitures et où il y aura davantage de culture et de place pour les arts vivants? Si je tente de résumer un peu tout ça. Je pense qu'Antoine en a parlé tout à l'heure. Je crois que de toute façon, ça doit passer par un développement
des transports en commun, de l'accès au train, de l'accès au transport en grande banlieue, d'avoir la possibilité de ne plus utiliser la voiture pour tous et de le penser à un échelon assez large pour permettre à la fois les déplacements et à la fois une société plus écologique et plus propre. C'est ça, enfin, c'était ça la question. C'est oui. Pour remplacer par les arts vivants. Moi, je ne sais pas répondre. Remplacé par les arts vivants, je n'ai pas la compétence. J'ai l'impression que tous les mots qu'on rencontre aujourd'hui, c'est lié à une sorte de virtualisation du monde, au fait qu'il y a de moins en moins de contacts réels entre les gens dans la ville. Et c'est un peu contre tout ça que je pense qu'il faudrait mener une réflexion sur la ville européenne de demain, comme modèle à opposer au modèle dominant qu'on subit en ce moment, et avec la disparition des rapports interpersonnels directs dans la ville. En fait, la reconquête de l'espace public à Paris, elle a commencé il y a assez longtemps, mais on a accéléré et on va encore accélérer. Et pour retrouver ces communs dont on a tant besoin en ville pour ces interactions sociales, et la place de la culture est fondamentale, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc on va essayer de reprendre sur la bagnole tout ce qu'elle nous a pris. Il y aura des cœurs piétons dans chaque arrondissement. Les rues aux écoles, c'est une reconquête de la ville à hauteur d'enfant aussi. Hein. Et c'est formidable ce qu'on voit maintenant devant ces 200 rues aux écoles qui ont été apaisées à Paris. On voit de la réappropriation de l'espace public, on voit des places qui naissent de cette piétonisation des rues aux écoles et qui laissent de la place à tout ce qui est culture, art vivant, etc. Donc oui, c'est une direction que nous on prend, mais comme d'autres métropoles en France et en Europe, mais en tout cas c'est une direction qu'on a prise et qu'on assume, et je vous remercie d'avoir fait la proposition de continuer à accélérer. Bonjour, merci à tout le monde pour ces interventions très intéressantes. Moi j'habite à Porte de Bagnolet, donc c'est rare qu'on entende ce nom aussi souvent dans une table ronde sur le climat, sur l'écologie. Moi c'est une question un peu plus pour la partie médicale. Parce que j'ai l'impression qu'on a parlé d'inégalité, de comme quoi les personnes les plus précaires ont les boulots les plus durs, qui affectent le plus la santé, sont les plus proches des émissions et sont les plus loin du centre de santé. Mais du coup, je m'attendais presque à ce qu'il y ait une étape suivante qui est de parler de réduire les inégalités, sans forcément parler de révolution immédiatement, mais le cœur du problème, en plus de la pollution de l'air, c'est aussi juste les inégalités de pauvreté, de grande richesse, d'accélération en plus de se creuser. Voilà, j'ai l'impression que c'est resté vachement sur la superficie, alors que j'ai l'impression que c'est le fond du problème, c'est cette notion de très grande pauvreté et de tout ce que ça implique, et de double, triple, quadruple peine. C'est pour ça qu'il faut aller voter. Mais la question des inégalités, évidemment qu'elle recouvre plus que le champ de la santé, plus que le champ de l'écologie ou plus que le champ du climat. Mais ça rejoint même avec l'intervention d'avant. Si on veut une société plus juste, évidemment qu'elle doit protéger les plus vulnérables. Et la santé, c'est aujourd'hui un des domaines sur lesquels on va priver une partie de notre société des droits fondamentaux. Et c'est pour ça qu'on doit absolument le mesurer collectivement et avoir une politique qui permette de penser cette vulnérabilité. Et ce que nous pensons, nous, au niveau du service public de santé, c'est qu'on doit s'allier, travailler avec l'hôpital public, travailler avec les centres de santé, travailler avec la prévention pour allier les forces, pour permettre et garantir l'accès aux soins des plus vulnérables en complémentarité de ce qui existe déjà, mais que ça nécessite un investissement. Ça nécessite de penser des structures publiques pour que demain, vous puissiez avoir un médecin, une infirmière, un soignant qui vous reçoivent et en fonction des besoins de santé, pour faciliter l'accessibilité et l'efficience du système de santé qui aujourd'hui est quand même pensé dans mon domaine qui est la médecine générale en très grande partie privée. C'est-à-dire que la médecine générale, elle a en majorité en France, dans l'après-guerre et après Debré, elle a été pensée par des cabinets individuels dans lesquels les médecins prennent ou pas des nouveaux patients, participent ou pas aux gardes et s'installent un peu où ils veulent. Bien sûr que ce modèle-là doit exister, mais aujourd'hui, il n'attire plus la majorité de mes jeunes et en plus, il ne répond plus à tous les besoins de santé, notamment dans les domaines de la prévention ou dans les domaines de la fin de vie, du maintien à domicile ou de la petite enfance. Donc, il faut absolument qu'on ait une politique
dans le domaine que moi je connais en termes de santé, qui permettent d'avoir une longue vue et d'investir au bon endroit. Aujourd'hui, c'est absent, mais c'est pas à moi de le porter, en fait c'est à vous. C'est aux citoyens de dire que c'est aujourd'hui pas acceptable la situation qu'ils vivent et que l'État doit faire son travail et doit leur garantir cette politique publique dans la santé de proximité. Et puis moi je rajouterais qu'en complément de tout ça, que, comme vous disiez aussi, c'est avant tout les inégalités sociales qui déterminent tout ça, et que on l'a vu pendant le Covid, le taux de mortalité dans les départements les plus pauvres, le 93 notamment. Ce que vous disiez sur le 19e, en fait, s'il y a une réponse à cette observation qu'il y aurait plus d'asthme ou d'autres maladies dans le 19e à pollution à peu près égale, c'est tout bêtement parce que les populations pauvres sont moins bien soignées ou ont d'autres facteurs de risque en plus. Donc tout ça, c'est une évidence. Et donc l'investissement, il doit se faire sur la réduction des inégalités en général. Et donc ça passe par le système de santé, mais aussi l'alimentation, le logement, l'éducation. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous traitez également les problèmes de pollution électromagnétique, avec notamment les téléphones portables et notamment le fameux compteur Linky? Et il y a également le problème de la radioactivité et la radioactivité nucléaire. Je sais qu'il y a des transports en train, notamment je crois que c'est avec le RERC, avec ce qu'on appelle les castors. Est-ce qu'il y a des vérifications sur ces pollutions, s'il vous plaît? On sort un petit peu de notre champ. Je ne sais pas si quelqu'un veut se saisir de la question. Non, alors je crois qu'on nous ne serons pas spécialistes de la question, enfin, même si elle est peut-être connexe de certaines... mais en tout cas, c'est un élément, en effet, qui préoccupe pour certaines personnes une forme d'inquiétude, on va dire, en tout cas, et qu'il faut surveiller de près. Donc je pense que c'est un autre champ plus large, en effet, des toxiques possibles. Et qu'on essaiera de développer à une autre occasion. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci Emre pour cette table ronde, et merci de nous avoir suivis à la fois aujourd'hui et les jours précédents, et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Moi, j'aimerais aussi un tonnerre d'applaudissements pour Aurore. Elle a été vraiment d'une bienveillance rare avec moi. Et merci aussi à nos invités. Merci à tous et à tous. Merci à Banlieue Climat, les amis.